Vendredi 30 novembre 2001. Seattle. 19 ans qu'il traque ce malade. Ils y sont presque. La pluie, torrentielle, ne les arrêtera pas. Le tueur de la rivière verte, cette enflure qui s'en est pris à des gamines, va payer. Cette fois, il ne leur échappera pas. Devant l'usine Kenworth Truck Company, les agents Jim Doyon et Randy Mullinax sont prêts. Gary sort, jette un coup d'œil derrière son épaule, court en direction de son pick-up. Une photo pour la postérité. Le gars est impassible. Il met la main sur la portière. C'est maintenant. Doyon et Mullinax se jettent sur lui. Gary Leon Ridgway, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Opal Mills, Marcy Ketchupman, Cynthia Hinz et Carol Christensen. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Gary n'oppose aucune résistance. Ils l'ont eu. Pour de bon. Cette fois, ils ont du lourd. L'ADN. Et la seule chose qui attend Gary Ridgway, le tueur de la rivière verte, c'est la chaise électrique. La route qui relie Seattle à Tacoma, dans le comté de King, n'est qu'une succession de bars, de sex shops, de motels, de clubs de striptease. Depuis la fin des années 70, c'est sur ce boulevard, le Pacific Highway, que les ouvriers de la région décompressent après le travail. La zone, baignée par la lumière des néons rouges de la nuit, semble hors de toute législation. Il y a longtemps que la police du vice de Seattle a lâché l'affaire. C'est sur ces trottoirs tristes que l'on retrouve de nombreuses filles. Des fugueuses rebelles, celles qui fuient des familles abusives, celles qui rêvent d'une vie meilleure, des camés et des ados en mal d'amour. Des jeunes filles, à peine majeures, qui bradent leur corps pour quelques billets. La Pacific Highway, il y passe tous les jours après le travail, vers 21h. À bord de son pick-up Ford vert, il roule lentement, scrute toutes les jolies filles du boulevard. Sa radio est allumée, toujours sur la même fréquence, et joue des tubes des années 70. Il s'arrête dans un restaurant sur le bord de la route, avale un burger, puis se dirige vers le bar et commande une bière. Il ne parle à personne. Gary est toujours tout seul. Quand la nuit est bien installée, il reprend le volant de sa voiture, longe de nouveau le boulevard et choisit sa proie, celle avec qui il couchera ce soir, souvent sur la banquette arrière. « 15 juillet 1982. Ce matin, 2 adolescents ont appelé la police de Seattle pour signaler un corps sur le bord de la rivière verte. Une jeune fille, à peine femme, a été retrouvée nue, le corps baignant dans l'eau. Sa culotte nouée autour du cou. Elle n'a pour seul vêtement qu'une paire de baskets blanches en cuir aux pieds. L'endroit, une jolie rivière bordée par la verdure, est bucolique. C'est une zone de pêche, de promenade romantique. Le corps bleuté de la jeune fille, qui semble avoir été jeté là comme une poupée usagée, dénote. La scène est d'une violence inouïe. Il s'agit de Wendy Caulfield, une fugueuse de 16 ans, sans doute une prostituée. Elle a été aperçue pour la dernière fois le 8 juillet, à SeaTac. Les prostituées, il a commencé à les côtoyer en 1971, quand il était dans l'US Navy aux Philippines. Depuis, il ne peut plus s'en passer. Gary est un homme à femmes, enfin, un homme qui aime les femmes autant qu'il les hait. En 1982, il a 33 ans. Il a déjà divorcé 2 fois et est père d'un petit garçon de 7 ans, Matthew.
Sa vie amoureuse a commencé à la fin du lycée, quand il avait 20 ans. Il a épousé sa petite amie, Claudia Craig, en 1969. C'est à peu près au même moment qu'il s'est engagé dans la Navy. Éloigné de sa femme par un océan, il la trompe allègrement avec des prostituées. De son côté, Claudia, l'as de la distance, tombe amoureuse d'un autre. Le couple divorce donc moins d'1 an après le mariage. Gary est écœuré. Non seulement sa propre femme l'a trahi, mais en plus, il est rentré de l'armée avec une MST. Il quitte la Navy, trouve un emploi d'ouvrier à la Kenworth Company. Son travail consiste à peindre la chaîne des carrosseries de camions. Il épouse sa deuxième femme, Marcia Winslow, en 1973. Ensemble, ils ont un fils. Les Ridgway ont une sexualité particulière imposée par Gary. Amateur de bondage et de rapports dans la nature, à la limite de l'exhibitionnisme. Un jour, Gary essaie d'étrangler sa femme. C'en est trop. Marcia quitte le domicile conjugal en 1981. Le 17 juillet 1982, un homme se présente à la police. Il s'appelle Jack Buck et vient signaler la disparition de sa petite amie, Giselle Lovehorn. Il apparaît assez vite que ce Jack Buck n'est pas seulement le petit ami, mais aussi le proxénète de Giselle. Partie faire du stop, elle n'est jamais revenue. Giselle, les policiers la connaissent. Ils l'ont verbalisée le mois dernier pour racolage. Un soir de juillet 82, il parcourt SeaTac Strip, comme tous les jours, son fils Matthew installé à l'arrière de son pick-up. Il s'arrête à la hauteur d'une jeune fille, Giselle Lovehorn. Il lui tend une liasse de billets, la fait monter dans la voiture. Ensemble, ils roulent jusqu'à une zone boisée, s'arrêtent, descendent de la voiture. Il se tourne vers son fils. « Sois sage, on revient. » Et emmène Giselle dans l'obscurité. Là, il la déshabille, se positionne derrière elle et l'étrangle. Quand sa proie lâche son dernier souffle, il reprend ses billets et retourne vers sa voiture, retrouver son fils de 6 ans. Moins d'1 mois après la première découverte macabre sur les berges de la rivière Verte, un autre corps est retrouvé au même endroit. C'est Debra Bonner, 23 ans, prostituée, disparue le 25 juillet. 2 jours plus tard, 2 autres corps. D'après les signalements, il s'agit de Marcia Chapman, 23 ans, prostituée, et Cynthia Hinds, 17 ans, prostituée aussi. Quand un officier de la police de Seattle arrive sur les lieux, il sursaute en trébuchant sur un 3e corps. Opal Mills, 16 ans, une jeune fille, presque une enfant, qui n'avait rien d'une travailleuse du sexe. Toutes les 3 sont retrouvées quasiment au même endroit, au même moment. Elles ont été étranglées, elles sont nues, et 2 d'entre elles ont des cailloux dans le vagin. 5 cadavres de prostituées retrouvés en moins d'1 mois. La police se rend vite à l'évidence. Il ne s'agit pas de simples règlements de compte. Un tueur en série est à l'œuvre. Et la police de Seattle n'est pas prête pour l'enquête qui s'annonce. La zone de la rivière Verte est normalement un coin paisible. Aucun des policiers n'est formé pour ce genre d'investigation. La mission pour coincer le tueur de la rivière Verte, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, est confiée à un jeune agent, 30 ans, marié, père de 3 enfants, Dave Reichert. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Même s'il n'a pas d'amis, Gary n'est pas un solitaire. Il aime enchaîner les relations. Puisqu'il est divorcé, il s'inscrit dans une association de rencontres parents sans partenaire. Là-bas, il multiplie les conquêtes. Après son divorce, il s'est acheté une nouvelle maison à Des Moines, pas loin de la Pacific Highway. Il y vit seul.
C'est un voisin discret qui parle peu et qui ne cause pas de soucis. Il est rarement chez lui le soir ou le week-end. Après une semaine de travail harassant à la Kenworth, il profite de son repos pour aller camper ou pêcher. Il aime la nature et connaît la région comme sa poche. Il a toujours vécu ici. Mais il s'octroie toujours du temps pour son activité favorite, la chasse. Il peut passer des nuits entières sur SeaTac Strip à observer et repérer ses proies. Parfois, il les regarde plusieurs jours avant de les aborder. Il est rodé, méticuleux. Il attend toujours que la voie soit libre pour faire monter une femme dans sa voiture. S'il y a un témoin, ou un Mac un peu trop protecteur, il se contente d'avoir une relation sexuelle tarifée dans sa voiture, comme un client lambda. Sinon, il sait d'avance où il emmène sa victime. L'enquête est mal partie. Ce n'est pourtant pas la première fois que le comté de King est confronté à un tueur. 8 ans plus tôt, le célèbre Ted Bundy avait fait des victimes dans la région. Mais déjà à l'époque, la police souffrait d'un manque de moyens, de compétences et de personnel pour mener l'enquête. Et cette fois encore, par manque de formation sur les cas d'homicide, personne ne sait où chercher. Un proxénète, un client, un seul, 2 tueurs, quelqu'un de la région ou un voyageur. Seule certitude, le tueur est un opportuniste. Il ne connaît pas ses victimes. Il ne s'en prend qu'à des jeunes filles de la rue, quel que soit leur âge, leur couleur de peau, l'aspect de leurs cheveux, leur taille ou leur tenue. Pour faire face au nombre inquiétant de disparitions et de cadavres, une brigade d'investigation spéciale est créée dans les rangs de la police de Seattle. 25 enquêteurs exclusivement dédiés à l'affaire du tueur de la Rivière Verte. À leur tête, Dave Reichert. Et le FBI entre aussi dans la danse. Sa fameuse équipe de profilers pourrait aider à comprendre la personnalité du tueur. Son mode opératoire est toujours le même. Il propose plus d'argent que les autres clients pour être sûr qu'elle monte dans sa voiture. Sur le tableau de bord, il laisse volontairement traîner des jouets de son fils. À celles qui le prennent pour un policier, il a toujours une canette de bière à proposer. Un flic n'offrirait jamais d'alcool. Quand il les tient dans son pick-up, il les ramène dans sa petite maison de Des Moines, leur fait visiter la chambre de son fils et demande à ce qu'elle passe aux toilettes avant le rapport. Ensuite, il demande un rapport sexuel et quand il a fini son affaire, il étrangle sa partenaire. Jamais d'armes ou de couteau pour éviter les taches. Et puis, l'étranglement, c'est tellement plus personnel. Une fois sa victime décédée, il ramasse ses habits, il les jettera dans une benne à ordures, la laisse nue, lui coupe les ongles, au cas où elle l'aurait griffé en se débattant, enroule le corps dans une couverture, le charge à l'arrière de son pick-up et jette simplement le cadavre dans un lieu isolé, repéré à l'avance, avant de rentrer chez lui, détendu. Tuer des prostituées lui permet d'avoir des rapports sexuels gratuits et d'assouvir ses besoins de meurtre. En plus, c'est tellement facile de les attraper et personne ne se soucie vraiment de leur disparition. Peu de risque de se faire attraper. Malgré la brigade de la Rivière Verte, les disparitions continuent. Casey Lee, 16 ans, vue pour la dernière fois le 28 août 82. Terry Milligan, 16 ans, disparu le lendemain. Ce qui est étonnant, c'est que la zone de chasse du tueur, SeaTac Strip, est très surveillée par les flics. Ils y patrouillent quotidiennement en civil, et il y a de fortes chances qu'ils aient déjà croisé le tueur. Mais rien n'a été mis en place pour le coincer. Les clients et les prostituées ne sont pas systématiquement interrogés sur les meurtres, les véhicules des clients ne sont pas fouillés, et aucune photo ou vérification d'identité n'est faite. Pourtant, la brigade est obsédée par l'affaire. Dans leur bureau, le téléphone sonne sans interruption. Des familles de disparus, des amis, des proxénètes, des anonymes. Tous ont des inquiétudes, des hypothèses sur le tueur. Il y a des femmes qui appellent pour dénoncer leur mari ou leur ex. Le flot d'informations est tel qu'une liste de 100 suspects est établie.
100 hommes suspectés sur des bases plus ou moins solides. Quoi qu'il en soit, tout doit être exploré. Gary Leon Ridgway est né en 1949 dans l'Utah. Il est le deuxième d'une famille de 3 garçons. Ses parents, des ouvriers, sont venus s'installer dans le comté de King quand il avait 11 ans. Il connaît par cœur tous les alentours de la ville. Petit, c'est un enfant ordinaire qui aime les voitures, le football américain. Mais il est aussi atteint de certains troubles. Il fait pipi au lit jusqu'à ses 13 ans, et c'est sa mère qui lui lave les parties génitales pendant de longues minutes. Sa mère, une femme dure, l'humilie souvent et se promène nue dans la maison. Il a pour elle des sentiments contradictoires. Il la désire sexuellement autant qu'il voudrait la tuer. Adolescent, Gary a des tendances pyromanes et prend plaisir à être cruel envers les animaux. L'incident le plus marquant de cette période est le jour où il poignarde un enfant de 6 ans pour voir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Heureusement pour lui, il ne se fera jamais attraper, même si sa petite victime a miraculeusement survécu. L'aide du FBI permet d'établir le profil du tueur. Selon l'agent fédéral John Douglas, il s'agit d'un homme blanc, ni gros ni maigre, ouvrier ou mécanicien, familier de la rivière verte, qui roule beaucoup et tue sans remords des prostituées, pensant sans doute agir pour le bien de la société. Un homme colle parfaitement à ce profil. Melvin Foster. Melvin est un taximan, ancien voleur de voitures, qui s'est présenté lui-même à la police un jour de septembre 82. Il a voulu apporter son aide à la brigade en exposant ses hypothèses. Mais il est rapidement devenu suspect. Il connaît au moins 5 des victimes et a l'habitude de conduire sur le boulevard. Ça lui arrive de prendre des prostituées dans son taxi et d'accepter qu'elles payent en nature. Et quand la police le soumet au détecteur de mensonges, il ne réussit pas le test. Alors, sa maison est perquisitionnée et l'homme est surveillé de près pendant plusieurs mois. Mais rien ne permet de l'incriminer. Et malgré la surveillance de Melvin Foster, des prostituées continuent de disparaître. Il ne tue pas toutes les prostituées avec qui il couche. Il en laisse quelques-unes en vie pour revenir les tuer plus tard. Ou bien juste pour avoir des témoins en sa faveur, au cas où la police interrogerait l'une d'entre elles. De toute façon, la police rame, et il le sait. Fin août 1982, il est interpellé en présence d'une prostituée, à seulement quelques mètres d'un des lieux où 2 corps ont été retrouvés. Il est rapidement interrogé, mais aucun rapprochement n'est fait entre lui et les